sous une feuille de bananier, on peut tester assez facilement et récolter immédiatement une plante si l'on voit que le test montre la présence d'alcaloïdes. Alors un point important, c'est l'identification botanique. Le chercheur de terrain en forêt va faire une identification préliminaire des plantes qu'il rencontre. Il va, par ses connaissances, pouvoir mettre un nom quand même, un début de nom, disons, au moins une appartenance à une famille, et puis en laboratoire, soit par comparaison avec des herbiers, d'autres herbiers existants récoltés, par exemple, au siècle précédent, mais aussi par examen microscopique, on peut identifier la plante ou décrire une nouvelle espèce, et cela arrive tous les jours, enfin tous les jours, disons que ça arrive assez fréquemment dans les pays tropicaux où il y a eu encore relativement peu de recherches. Alors, deux photos qui vont illustrer la démarche du chimiste des produits naturels. Quels que soient les critères que l'on utilise, ethnopharmacologiques, chimiotaxonomiques ou biologiques, on récolte des petits échantillons de plantes, on fait des extractions d'essais par des solvants, polaires, apolaires, etc. Et on soumet ces extraits à des essais biologiques de dépistage, d'orientation, disons. En cas de résultat positif, à ce moment-là, la plante est extraite par lixiviation, par exemple, dans un appareil qu'on appelle l'appareil de Soxhlet. On récolte donc, on a un extrait, une certaine quantité d'extrait, qu'à ce moment-là, on soumet à une purification par les méthodes chromatographiques qui permettent, par adsorption différentielle en fonction de la polarité des substances, de les adsorber sur une colonne, puis de les désorber, donc de les récupérer pures, en principe. On soumet alors à ce moment-là ces substances pures, séparées par chromatographie, à différentes méthodes physiques d'élucidation structurale, spectrophotométrie ultraviolette, infrarouge, spectrométrie de masse, résonance magnétique nucléaire et dans quelques cas, rayons X, dans les cas difficiles parce que la méthode est quand même longue. On aboutit donc à, par exemple, la structure mentionnée ici, sur ce fond rouge, qui est la structure d'un antitumoral qui a été utilisé dans le traitement du cancer du sein, qui s'appelle l'ellipticine, qui a été découverte dans une plante de la famille des Apocynaceae. Cette deuxième photo montre ensuite le travail ultérieur. Lorsqu'on a isolé à partir de la plante une substance possédant une certaine activité et que l'on a sa structure chimique, à ce moment-là, on fait une étude, ce qu'on appelle une étude des relations structure-activité, c'est-à-dire de la variation de l'activité biologique en fonction des modifications chimiques apportées sur la molécule. Ceci se fait bien sûr en liaison avec l'essai biologique qui va permettre de sélectionner la molécule la plus intéressante. Par exemple, celle-ci, qui est un dérivé très proche, finalement un analogue très proche de cette molécule, qui s'appelle le céliptium. Cette molécule ensuite est soumise à des études cliniques et toxicologiques, et puis il va falloir se la procurer. Si on veut la commercialiser, en faire un médicament, il va falloir en avoir une certaine quantité. Alors, ou bien on procède à une culture de la plante. C'est le cas, par exemple, de l'IF, dont on parlera tout à l'heure. On extrait les substances, puis on fait une chimie de modification. C'est le cas de l'analogue du taxol appelé Taxoter, que nous avons développé dans notre institut du CNRS à Gif-sur-Yvette. On peut aussi faire une hémisynthèse. Pourquoi hémi? Parce que c'est pas moitié-moitié. C'est simplement qu'on est parti d'une molécule déjà très élaborée que l'on récolte dans la plante. C'est le cas de la pervenche de Madagascar, où l'on récolte deux molécules que l'on unit pour former soit l'alcaloïde d'origine dont je parlerai tout à l'heure, la vinblastine, soit un analogue de synthèse d'hémisynthèse, qui s'appelle la navelbine. On peut aussi faire une synthèse totale, c'est le cas de cette molécule, une synthèse totale d'un analogue de la molécule naturelle. Bon, vous voyez qu'il y a très peu de différence entre cette molécule et cette molécule, mais celle-ci est obtenue par pure synthèse, par addition, je dirais comme des Legos, si vous voulez, par addition successive des éléments qui conduisent à la molécule finale. Alors, je parlerai de... Si j'ai le temps, si vous m'en laissez le temps, je parlerai de 4 domaines thérapeutiques importants, et principalement celui des antitumoraux, des anticancéreux, parce que notre équipe de recherche à Gif-sur-Yvette a été et est toujours mêlée très fortement à cette recherche de nouveaux anticancéreux, et je parlerai plus spécialement de produits qui interfèrent avec l'un des systèmes principaux impliqués dans la réplication cellulaire, ce que l'on appelle le système tubuline-microtubule. Je parlerai ensuite de 2 plantes importantes, la pervenche de Madagascar qui a conduit
la pervenche de Madagascar qui a conduit à l'isolement de la vinblastine, puis d'un analogue de synthèse qui s'appelle la navelbine. Je parlerai de l'IF également. L'IF à partir duquel les Américains ont d'abord isolé le Taxol, et nous-mêmes avons fabriqué, à partir de l'IF européen, un analogue de synthèse qui s'appelle le Taxoter. Enfin, une recherche qui est beaucoup moins avancée, qui n'a pas encore débouché sur la création d'un médicament, c'est celle touchant au rasinilam, substance isolée à partir d'une plante de Malaisie, Copsia singapurensis. Et je parlerai un petit peu des relations structure-activité dans cette série. Alors, si l'on veut classer les principaux antitumoraux que l'on connaît en fonction des cibles thérapeutiques, on aboutit à cette photo où... Non, c'est pas ça. On aboutit à cette photo qui représente les différentes phases de réplication de la cellule avec la synthèse des oxyribonucléiques, c'est-à-dire la partie constitutive des chromosomes, et puis la mitose, autre moment important, où il y a séparation des brins d'ADN d'acide désoxyribonucléique qui migrent le long du fuseau mitotique constitué de tubulines vers les pôles apicaux de la cellule de la cellule mère pour former les cellules filles. Eh bien, un certain nombre de médicaments agissent sur ces différentes phases, par exemple les agents alkylants comme le cisplatine ou les moutardes à l'azote, l'un des premiers antitumoraux connus, agissent en phase G1, c'est-à-dire la phase qui prépare la synthèse de l'ADN par fixation de ces substances, fixation covalente, c'est-à-dire une fixation forte sur les brins d'ADN. Il y a des inhibiteurs de synthèse au niveau du ribosome, et il y a des inhibiteurs enzymatiques comme les aracitines, les méthotrexates, etc., des agents intercalants qui se glissent comme des pièces de monnaie dans un ressort entre les paires de bases des chaînes d'ADN. Il y a des inhibiteurs de topoisomérase, je ne vais pas insister là-dessus, et je vais venir simplement aux inhibiteurs du fuseau mitotique, que l'on appelle aussi poison du fuseau, comme la colchicine, la vinblastine et le Taxol. Alors, la tubuline, c'est une protéine qui est répandue dans toutes les cellules, dans le milieu... Non, je me suis encore trompé. Voilà. C'est une protéine qui est capable, à 37 degrés et en présence d'un nucléoside, le guanosyl triphosphate, de s'assembler pour former une sorte de nouille que l'on appelle un microtubule. Et ce sont ces nouilles qui vont former le fuseau mitotique, des sortes de rails le long duquel les chromosomes vont migrer pour aller vers les pôles apicaux des cellules après leur réplication, après leur synthèse. Ces microtubules peuvent être désassemblés en tubuline, à nouveau à 0 degré, ou en présence d'ion calcium. Ce système tubuline-microtubule est impliqué dans un certain nombre de phénomènes, je n'insiste pas trop, et principalement dans la constitution du fuseau mitotique. On peut évaluer finalement l'état du système tubuline-microtubule simplement par spectrophotométrie ultraviolet. On place une préparation de tubuline dans une cellule thermostatée et on observe la préparation de tubuline, son comportement en fonction de la variation de température. Eh bien, si l'on applique une température de 37 degrés à cette cellule thermostatée, on voit une augmentation de la densité optique qui est due à l'assemblage de la tubuline en microtubules. Il y a opacification du milieu. De la même façon, il y a un désassemblage des microtubules en tubuline lorsque l'on passe de 37 degrés à 0 degré. Eh bien, si l'on rajoute dans la cuve où l'on a mis la préparation tubuline isolée à partir de cerveaux animaux, cerveaux de vaches, cerveaux de moutons, etc., si l'on ajoute à cette préparation de tubuline des substances capables d'inhiber cette variation de la densité optique, comme par exemple la vinblastine, on a une inhibition de l'assemblage de la tubuline en microtubules. On peut le voir facilement par la variation, le changement de pente, si vous voulez, de la variation de la densité optique. De la même façon, si l'on ajoute des substances comme le Taxol, on observe une inhibition du désassemblage, et cette inhibition est dose dépendante. Plus on ajoute de Taxol, plus on inhibe le désassemblage. Eh bien, on peut utiliser ce phénomène pour
aussi bien rechercher des nouveaux anticancéreux, antimitotiques à partir des plantes, qu'on peut guider le fractionnement chromatographique quand vous prenez une plante, il peut y avoir 50 substances différentes dedans, une seule aura une activité. Pour l'isoler, on peut utiliser ce test. Et enfin, on peut utiliser ce test aussi lorsque l'on fait la modification chimique de la molécule en fabriquant un certain nombre de dérivés pour isoler celui qui sera le plus actif. C'est grâce à ce test que des substances comme la navelbine, dans le cas de la pervenche de Madagascar, ou le taxotère, dans le cas du taxol, ont été mis au point. Alors, voici une photo de la pervenche de Madagascar. Je pense que vous la connaissez tous, ou presque. On la trouve maintenant, elle est acclimatée en France, et on la trouve très souvent chez les fleuristes. C'est une jolie petite plante ornementale qui a des fleurs contournées, signe qu'elle appartient à la famille des Apocinacées. Il y a des feuilles opposées, on ne le voit pas bien ici, et il y a du latex. Lorsque vous coupez la feuille, il y a un lait blanc. Eh bien, cette plante est très importante parce que elle était utilisée, elle est toujours utilisée par les Malgaches, elle est originaire, pense-t-on, de Madagascar. Elle est utilisée par les Malgaches comme antidiabétique. Et en fait, des Canadiens ont eu l'idée en 1957, ça remonte déjà, en 1957, de voir si effectivement il y avait dans cette plante une substance il y avait des substances qui avaient des propriétés hypoglycémiantes qui diminuaient le taux de sucre dans le sang. Ils ont récolté la plante, préparé des extraits, ils l'ont administré à des rats qui avaient été rendus hyperglycémiques, qui avaient été rendus diabétiques par injection de certaines substances chimiques, comme l'alloxane, par exemple, et ils ont observé non pas une baisse de la glycémie, donc il n'y avait pas de propriété hypoglycémiante de la plante ou de substances contenues dans la plante. Par contre, il y avait une baisse dramatique du nombre des globules blancs, d'où l'idée qu'il pouvait y avoir une substance capable de diminuer le nombre des globules blancs quand il y a augmentation de ce nombre des globules blancs. C'est le cas des leucoses, des leucémies, où il y a une hyperproduction de globules blancs. Eh bien, l'extrait de plante de la pervenche de Madagascar était capable de diminuer considérablement le taux de globules blancs. Et on a recherché donc les principes actifs, on a extrait finalement un très grand nombre de substances, dont la vinblastine et la vincristine ont été isolées à partir de cette plante et avaient toute l'activité antitumorale de la plante elle-même, de l'extrait de plante elle-même. Comme vous pouvez voir, cette molécule très compliquée est composée en fait de deux parties. Une partie ici, qui s'appelle la catarentine, et une partie ici, qui s'appelle la vindoline. Les deux substances ne diffèrent que par ce radical, cette fonction. Eh bien, le problème, c'est qu'il y a très peu de vinblastine dans la plante, et encore moins de vincristine, et pourtant ces deux substances ont suscité beaucoup d'espoir, parce qu'on a pu beaucoup traiter d'enfants atteints de leucémie ou de maladie de Hodgkin, qui est une autre cause. Mais la vinblastine, il y en avait 100 mg par kilo de feuilles sèches, c'est-à-dire pour 5 kg de feuilles fraîches, en définitive, et la vincristine, il y en avait 10 fois moins encore. Donc, on a cultivé la pervenche, on a extrait ces substances, et les Américains ont commercialisé assez rapidement deux spécialités, l'une qui s'appelait le Velbé et l'autre l'oncovin. Le Velbé pour son utilisation dans le traitement de la maladie de Hodgkin et l'oncovin pour le traitement des leucémies aiguës de l'enfant. Alors, il était intéressant d'essayer de faire la synthèse de cette molécule et de se dire qu'au fond, dans la plante, il pouvait y avoir des précurseurs. Et c'est effectivement, on a trouvé les précurseurs qui conduisent à cette molécule finale, c'est-à-dire la catarentine d'un côté, la vindoline de l'autre. Alors, la catarentine existe en beaucoup plus grande quantité, 300 mg par kilo, et la vindoline, il y en a 1 gramme par kilo, ce qui est beaucoup plus, en tout cas, que la vinblastine. Et elles conduisent, par association, à 7 molécules compliquées qu'on peut représenter de deux façons différentes. Ici, c'est la même molécule. Eh bien, nous avons mis au point une méthode de synthèse en utilisant un réactif qui est l'anhydride trifluoracétique pour coupler ces deux molécules. Et l'on a obtenu en fait, suivant la façon dont se passe la réaction, suivant les paramètres notamment de température de la réaction, on peut aboutir à l'union des deux molécules avec la molécule de vindoline en dessous du plan moyen de la catarentine et on obtient la vinblastine qui est l'alcaloïde qui est très actif biologiquement. Par contre, on obtient aussi une faible partie
d'un épimère, c'est-à-dire la molécule de vindoline est arrivée par-dessus le plan moyen de cette molécule de catarentine, et vous voyez qu'on a deux produits qui sont très différents. Eh bien, celui-ci est très actif, celui-ci ne l'est pas. Alors, on a pu non seulement synthétiser cette vinblastine et son épimère en petite quantité, mais on a pu, en poursuivant cette réaction, aboutir à une modification de la molécule avec la disparition d'un carbone entre cet atome d'azote et le noyau indolique, et l'on a abouti finalement à la navabline, qui s'appelle noranhydrovinblastine, qui est représentée ici.